Les néons au-dessus de moi bourdonnaient doucement, constants et blancs, comme toujours à cette heure du soir. Les bureaux étaient disposés en demi-cercle doux. Des travaux d'élèves couvraient les murs, des tournesols en papier, des histogrammes, des portraits de personnages au crayon de couleur. J'avais rangé chaque bulletin de progrès dans une pochette Kraft bien ordonnée, agrafée avec des notes rédigées de ma plus belle écriture. Je n'avais aucune raison d'être nerveuse. La soirée s'était déroulée sans accroc jusqu'à présent. Des hochements de tête silencieux de parents fatigués, des conversations polies sur les niveaux de lecture et les compétences en mathématiques. Quelques merci. Quelques sourires crispés de parents qui auraient voulu que leurs enfants s'en sortent mieux. Rien d'inattendu, rien d'inhabituel. Et puis, j'ai entendu frapper. 3 petits coups à la porte ouverte. Je me suis tournée pour accueillir la personne suivante et tout s'est arrêté. James, Lydia, côte à côte, mains enlacées comme sur une photo. Ses cheveux à elle plus longs que dans mon souvenir, une vague lisse glissée derrière une oreille. Sa posture à lui toujours négligée, comme autrefois, quand c'était charmante. Tous deux plus âgés, le regard plus aigu, mariés. Ils portaient cela comme une armure. Et moi, je suis restée immobile. Ils ont mis 1 seconde. À comprendre, à intégrer, l'enseignante de leur fille, c'était moi. L'expression de James a vacillé. La bouche de Lydia s'est entr'ouverte à peine. Elle n'a rien dit. J'ai souri. Pas largement, pas faussement. Juste un sourire poli, lèvres closes. Le genre qu'on adresse à quelqu'un qu'on a connu autrefois et qu'on n'a plus envie de connaître. « Entrez », ai-je dit. J'ai désigné les chaises en face de mon bureau. Ma voix était calme, posée, stable. Ils ont bougé comme à travers du brouillard, comme si le monde venait de basculer et qu'ils ne savaient plus où poser le pied. Le dossier d'Emma reposait sur le bureau entre nous. Son écriture à elle ornait la couverture, tracée au feutre. Un arc-en-ciel et un autocollant à étoiles pailletées. Doux, sincère, pur. James a saisi la chaise en premier. Lydia a suivi, trop lentement. Il ne savait pas quoi dire. J'ai laissé le silence s'installer et pour la première fois depuis des années, j'ai compris que je n'étais plus celle qui devait des mots à qui que ce soit. Plus maintenant. Il fut un temps où les dimanches rimaient avec pain perdu, vieux jazz et Lydia recroquevillée sur mon canapé, les genoux glissés sous un de mes plaids. James, lui, était dans la cuisine, en train de faire frire du bacon avec l'assurance nonchalante de quelqu'un qui pensait que le charme suffisait pour cuisiner. À l'époque, je pensais qu'il avait raison. On avait nos habitudes, des discussions de groupe partagées, des doubles rendez-vous, des blagues intérieures qui finissaient en éclats de rire autour d'un verre de vin, ce genre de complicité que les gens envient. Lydia et moi, on s'appelait sœurs d'âme. C'est ce qu'elle avait écrit sur la carte qu'elle m'a offerte pour mon anniversaire, l'année où James et moi avons emménagé ensemble. À mon âme sœur d'amitié, avait-elle tracé en cursive ample, soulignée 2 fois. James et moi, nous étions rencontrés lors d'une soirée caritative. Je faisais du bénévolat, bloc-notes en main, pendant qu'il arpentait les enchères silencieuses comme s'il possédait chaque objet dans la salle. Il s'est proposé de m'aider à porter des cartons jusqu'à ma voiture ce soir-là. J'ai accepté, surtout parce que son sourire me plaisait, et un peu parce que Lydia m'avait donné un coup de coude en murmurant « Il est mignon, vas-y ». 3 mois plus tard, il avait un tiroir chez moi. 6 mois après, on signait un bail. Lydia a été la première à nous féliciter. Elle est arrivée avec un panier de départ rempli de bougies, de torchons et d'une bouteille de rouge qu'aucun de nous ne pouvait se permettre à l'époque. Elle a plaisanté en disant qu'elle serait notre éternelle 3e roue. J'ai ri, sans savoir à quel point ce serait vrai. On était proches, tous les 3, dîner hebdomadaire. Fils de messages qui ne se terminaient jamais, soirées jeux, concerts, voyages. À cette époque, il n'existait aucune version de ma vie sans eux. Lui au volant, Lydia à l'arrière avec les encas, moi lisant l'itinéraire. Avec du recul, je ne peux pas dire qu'il y avait des signes. Rien d'évident, rien de clair. Peut-être que c'est ça, la trahison vue de l'intérieur.
totalement banal. Lydia m'a un jour aidé à choisir un cadeau d'anniversaire pour James. Elle a proposé de le cacher chez elle pour que ce soit une surprise. Ce soir-là, il m'a remercié comme si c'était le plus beau des gestes. Plus tard, je me souviendrai de la façon dont ça. Ming frôlait l'épaule de James un peu trop naturellement quand elle riait, de la manière dont son regard restait accroché au sien quand il pensait que je ne regardais pas. Mais je n'étais pas méfiante. J'étais confiante et je croyais que c'était une force. On avait construit quelque chose, tous les trois, pas seulement de l'amitié, pas seulement de l'amour, un espace commun qui semblait sûr. Et c'est ce qui en faisait l'endroit parfait pour cacher un mensonge. Ça, ça a commencé doucement. Des appels manqués, le téléphone de James qui s'allumait à des heures étranges. Lydia, de plus en plus difficile à joindre. Au début, j'ai mis ça sur le compte de la vie. On était tous débordés. Le travail prenait du temps, les projets partaient dans tous les sens, et devenir adulte, ça voulait dire voir ses amis moins souvent, pas les aimer moins. C'est ce que je me racontais. La première fois que j'ai senti quelque chose changer, c'était à un barbecue. Lydia avait apporté un nouveau dessert, un cobbler à la pêche avec un dessus croustillant. James l'a complimenté 3 fois. Il a dit que ça avait le goût de l'enfance. Je me souviens de la façon dont elle le regardait, attendant sa réaction. Je me suis dit que ce n'était rien, juste de la fierté, juste de l'amitié. Une semaine plus tard, James a annulé le dîner. Il a dit que le travail s'était éternisé. J'ai mangé seule. Le lendemain matin, j'ai remarqué que son parfum était presque vide. Une autre semaine, Lydia est arrivée en retard à notre brunch, son rouge à lèvres trop frais et ses excuses trop vagues. Embouteillage, a-t-elle dit, en secouant la tête. La ville est un cauchemar aujourd'hui. Elle a ri trop fort. J'ai souri, j'ai laissé passer. La confiance ralentit le jugement. La loyauté rend aveugle. Et quand ce sont les gens qu'on aime le plus qui s'éloignent, l'instinct n'est pas de les interroger, mais de les retenir plus fort. Alors je l'ai fait. J'ai organisé plus de retrouvailles, essayé de nous garder tous proches. J'ai proposé des trajets, des plans flexibles, de la douceur. Je pensais que si je faisais plus d'efforts, ils reviendraient vers moi. Que ce que je ressentais, c'était juste la peur, pas une faille sous mes pieds. Mais les failles ne s'annoncent pas. Elles s'étendent en silence à travers les sourires, les rires partagés et l'absence de réponse. J'ai remarqué que Lydia ne dormait plus chez moi. Avant, elle s'endormait sur mon canapé sans y penser, verre de vin à la main. Maintenant, elle avait toujours une raison de partir tôt. James a commencé à poser son téléphone face contre table, subtil, anodin, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Un soir, je me suis réveillée et il n'était pas dans le lit. La lumière du salon était allumée. Je suis sortie sans bruit. Je l'ai trouvé sur le canapé, téléphone à l'oreille, voix basse. Quand il m'a vue, il a sursauté. Il a dit que c'était le boulot, un délai qu'il avait oublié de mentionner. Je voulais le croire. Alors j'ai hoché la tête. Je suis retournée me coucher, mais le silence entre nous s'est épaissi. Pas bruyant, pas colérique, juste creux. C'est vers cette période que Lydia a cessé de répondre à mes messages avec la même chaleur. Ses textos sont devenus plus courts. Un mot, des délais. Je me suis dit qu'elle était fatiguée, débordée, qu'elle me parlerait si quelque chose n'allait pas. Mais quelque chose n'allait pas. La complicité qu'on avait bâtie, les années de confiance accumulées, elles ne se sont pas envolées, elles se sont émoussées, adoucies sur les bords jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'assez tranchant pour percer le brouillard. Je ne le savais pas encore, mais les personnes que j'aimais le plus s'étaient déjà détournées, et tout ce qu'il restait, c'était cette lente et douloureuse réalisation. J'étais la seule à m'accrocher encore. C'était un mardi, fin d'après-midi, gris dehors. Je venais de rentrer du travail, les épaules lourdes, l'esprit engourdi par une réunion de plus qui aurait dû être un simple mail. L'appartement sentait la lavande grâce au diffuseur que j'avais allumé le matin. J'ai laissé mon sac près de la porte et je me suis penchée pour enlever mes chaussures quand je l'ai entendu, le téléphone de James vibrer sur le comptoir de la cuisine. Il n'était pas là. Il a vibré encore. Et encore. Je me suis approchée sans réfléchir, je l'ai pris pour le déplacer.
L'écran s'est allumé sur un nom. Lydia. 3 messages. Un mot m'a transpercé. Bientôt. J'ai reposé le téléphone. Pas violemment, pas bruyamment, juste avec intention. Il existe un silence qui précède l'impact, pas celui chargé d'effroi, mais celui imbibé de clarté, celui qui te dit que tout va changer et que tu ne pourras pas détourner les yeux. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je me suis assise à la table de la cuisine, les mains croisées devant moi, et j'ai attendu que James rentre. Il est arrivé 20 minutes plus tard, tout sourire, un sac de plats à emporter à la main. Il m'a embrassé sur le sommet du crâne comme si de rien n'était. Je l'ai regardé sortir les barquettes de nourriture. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée, j'ai répondu que ça allait, puis j'ai demandé à voir son téléphone. La pause a été courte, presque imperceptible, mais elle était là. Ses yeux se sont légèrement plissés et il a dit « Pourquoi ?» Ma voix ne tremblait pas, parce que Lydia a envoyé 3 messages, à l'instant. Sa bouche s'est ouverte puis refermée, puis il a menti. Il a dit que c'était pour une surprise, quelque chose pour moi, qu'il préparait un week-end, un truc pour me remonter le moral. Il a souri comme si c'était crédible, comme si c'était logique que mon compagnon et ma meilleure amie complotent en secret et concluent par « bientôt ». Je l'ai regardé, puis j'ai demandé s'il couchait avec elle. Son visage a changé. Pas une confession, pas un démenti, juste ce bref éclat, celui qui surgit quand quelqu'un comprend que le rideau est tombé et qu'il n'y a plus de scène où jouer. Il n'a rien dit, et c'est tout ce qu'il me fallait. Je me suis levée, je suis allée dans la chambre, j'ai tiré ma valise de sous le lit et j'ai commencé à la remplir. Il m'a suivie, répétant mon prénom, comme si ça allait me faire changer d'avis. Je n'ai pas haussé le ton, je n'ai rien jeté. J'ai plié chaque chemise avec soin, glissé mes affaires de toilette dans une pochette latérale et bougé avec la constance de quelqu'un qui ne cherche plus d'explication. Quand je suis arrivée à la porte, il a dit « Ça n'aurait pas dû se passer comme ça ». Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, j'ai vu un étranger à la place de l'homme que j'aimais. « Non », ai-je dit, « ce n'est jamais le cas ». Puis je suis partie, et aucun d'eux ne m'a suivi. La première semaine après mon départ, tout avançait au ralenti. Les matins s'étiraient, longs et sans forme. Je dormais dans la chambre d'amis de ma sœur, entourée de cartons que je ne déballais pas. Elle me préparait du thé chaque soir, sans poser de questions, simplement assise à côté de moi avec ce genre de silence qui ne demande pas à être comblé. Je ne répondais à aucun message. J'ai bloqué leur numéro à tous les deux. Il n'y avait rien à dire. Ils n'ont pas insisté. Quelques emails, James qui demandait si on pouvait parler, Lydia qui faisait semblant de ne pas comprendre ce qui s'était passé. J'ai supprimé chacun d'eux sans même les lire en entier. S'ils voulaient une clôture, ce serait sans moi. La trahison était nette, chirurgicale, pas de zone grise où se perdre. Les personnes en qui j'avais le plus confiance s'étaient choisies mutuellement, en secret, et m'avaient écartée dans le processus. Il n'y avait pas eu de dispute, pas d'adieux théâtraux, juste une porte qui s'est fermée et qui est restée close. Celle qui a suivi, ce n'était pas du chagrin, pas exactement, c'était plus silencieux que ça, une sorte de calme intérieur, comme si je me tenais dans une maison vide après que les meubles aient disparu, les murs résonnant des souvenirs d'une vie qui n'existait plus. Je faisais défiler les réseaux sociaux plus que je n'aurais dû, pas pour interagir, juste pour voir. Ils n'ont pas attendu longtemps. Moins d'1 mois plus tard, une photo est apparue. James et Lydia à un festival de musique, bras autour de l'autre, le soleil sur leur visage. Sa main à elle posée sur son torse, comme si elle y avait toujours été. La légende disait « Tout arrive pour une raison ». J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Il n'y aurait pas d'excuses, pas de remords. Ils avaient réécrit l'histoire sans moi, s'étaient donné les rôles de ceux qui trouvent l'amour par surprise, sans s'attarder sur la trace de sang laissée derrière eux. J'ai commencé à marcher chaque matin, juste pour bouger, juste pour rappeler à mon corps que le temps passait encore. J'ai postulé à des emplois dans de nouvelles villes, assez loin pour ne pas les croiser au supermarché ou à une brocante.
Je voulais de l'air pur, des prénoms inconnus, de la distance avec tout ce qui avait fissuré. Finalement, j'ai reçu une offre. Une petite école cherchait une spécialiste en lecture. Le salaire était modeste, l'équipe bienveillante, la ville paisible. J'ai accepté sans hésiter. Faire mes valises a été facile. J'ai laissé derrière moi les meubles qu'on avait choisis ensemble, les assiettes sur lesquelles on s'était disputé dans les rayons d'un magasin de déco, les souvenirs encore accrochés au coin de mon ancien appartement. Je n'ai gardé que ce qui m'appartenait. Le silence ne me semblait plus vide. Il commençait à sembler mérité. Certains soirs, j'entendais encore leur rire dans ma mémoire. Une phrase que Lydia répétait souvent. Une chanson que James fredonnait en se rasant. Ils flottaient comme des fantômes, mais je ne les invitais pas à entrer. Je n'attendais pas la justice. Je ne cherchais pas la vengeance. Je voulais juste être libérée du vacarme qu'ils avaient laissé derrière eux. La ville où j'ai emménagé n'avait rien d'extraordinaire. Des rangées de petites boutiques, un unique cinéma, des quartiers bordés de clôtures blanches et de porches tournés vers l'ouest pour capter la dernière lumière. C'était calme d'une manière d'abord étrange, puis nécessaire. Mon nouvel appartement était petit mais propre. 2e étage, angle du bâtiment, assez de soleil pour qu'une plante survive si je pensais à l'arroser. Je l'ai meublé avec intention, pas de désordre, aucun objet partagé, porteur d'empreintes invisibles, tout m'appartenait, choisi, payé, épargné par le passé. L'école m'a accueilli sans hésitation, réunion d'équipe autour de café et de beignets, élèves qui posaient des questions candides et faisaient des compliments spontanés. « Vous sentez comme les biscuits », m'a dit une petite fille le premier jour. J'ai souri, j'y ai vu un bon présage. Enseigner manquerait. Il y a un rythme dans une salle de classe, les bonjours du matin, le froissement des cahiers qu'on ouvre, le bruit doux des gommes contre le papier. Les enfants ne simulent pas l'affection. Ils ne jouent pas la sincérité. Soit ils vous font confiance, soit non. Et jour après jour, la confiance s'est installée, lentement, comme tout ce qui mérite d'être gardé. J'enseignais la compréhension écrite et l'alphabétisation en petits groupes. Ma classe avait un tapis d'angle, des étagères basses et des affiches plastifiées que je restais tard pour créer moi-même. C'est devenu un lieu de calme, de structure et de constance, tout ce que ma vie d'avant n'avait pas. Ici, personne ne connaissait mon histoire. Pas entièrement. Quelques collègues m'ont demandé d'où je venais. Je suis restée vague. J'avais besoin de changement. C'était suffisant. La plupart acquiesçaient comme s'ils comprenaient. En réalité, je reconstruisais à partir des décombres. Mais je ne le portais pas sur mon visage. Je marchais jusqu'à l'école la plupart des matins, mug thermique à la main, écharpe remontée jusqu'au menton. Le vent ici mordait plus fort, mais l'air semblait plus pur. Comme si je pouvais enfin respirer sans me raidir d'abord. Les soirées m'appartenaient désormais. Plus de silence pesant à table, plus de vérification de messages, plus de recherche de loyauté chez ceux qui l'avaient déjà donné ailleurs. Je passais ce temps à lire, réorganiser mes livres, écouter de la musique instrumentale trop douce pour que quiconque l'entende. Certains soirs, je me surprenais à me demander s'il parlait encore de moi, si James prononçait parfois mon prénom quand Lydia évoquait des souvenirs, si Lydia hésitait avant de publier une nouvelle photo, pensant à ce qu'elle avait pris. Mais je ne m'y attardais pas, parce que chaque pensée d'eux était un fil qui tirait vers l'arrière, et moi, je marchais vers l'avant. Recommencer n'avait rien de grandiose. Ce n'était pas fait de déclarations ou de gestes spectaculaires. C'était une suite de choix discrets, des routines, la décision de reconstruire, même sur des fondations qui avaient déjà craqué. Et brique après brique, avec patience, je l'ai fait. Elle s'appelait Emma Shaw. Elle est arrivée dans ma classe début septembre, une élève de CE1 timide, avec un sac à dos pailleté et l'habitude de glisser ses manches sur ses mains. Elle parlait doucement, était curieuse, et toujours la première à se porter volontaire quand je demandais un chef de file. Je n'ai pas reconnu le nom tout de suite. Shaw était un nom assez courant, et je n'avais aucune raison de creuser. Pour moi, c'était juste Emma, brillante, gentille, avide d'apprendre.
Elle lisait au-dessus de son niveau de classe et coloriait avec une minutie impressionnante. Son bureau était toujours en ordre. Elle me rappelait une version plus jeune de moi-même. La deuxième semaine, elle est restée après la sortie pour m'aider à remettre les chaises en place. « Tu aimes les livres? » m'a-t-elle demandé, me regardant ranger une pile de première lecture. « Je les adore, » ai-je répondu. Elle a rayonné. « Moi aussi. Maman dit que je lis comme elle quand elle était petite. » J'ai souri. « C'est un très beau compliment. » Elle a hoché la tête, puis a fouillé dans son sac. « Tu veux voir ma famille? » Avant que je puisse répondre, elle a sorti une photo, un peu froissée sur les bords. Une photo imprimée, un couple debout sur une plage, le soleil derrière eux, une petite fille, Emma, perchée entre eux. Mon cœur s'est figé. Lydia, James. Je suis restée pétrifiée, les yeux fixés sur l'image. Sa main à lui dans le dos d'elle. Son visage à elle tourné vers lui, empreint de sérénité. Il n'avait pas tant changé. Un peu vieilli peut-être, plus soigné, toujours beau, toujours fier de ce qu'ils avaient construit. Emma m'a regardée sans se douter de rien. « Ça, c'est mon papa et ma maman », a-t-elle dit en montrant du doigt. « Ils se sont rencontrés il y a longtemps. » J'ai hoché la tête lentement, veillant à ne rien laisser paraître. C'est une très jolie photo. Elle l'a rangée en fredonnant doucement, inconsciente de ce qu'elle venait de me montrer. Elle n'a pas vu mes mains s'arrêter. Elle n'a pas perçu le poids derrière mon sourire. Ce soir-là, je suis restée allongée, les yeux fixés au plafond, l'image gravée derrière mes paupières. Ils avaient une fille dans ma classe. Une fille qui, dès le 2e mois, m'appelait sa maîtresse préférée. L'ironie était chirurgicale, précise, inattendue et tranchante comme le destin sait parfois l'être. J'avais passé des années à me défaire de leur histoire pour retrouver leur enfant au cœur même de ma nouvelle vie. Je n'en ai parlé à personne, ni à mes collègues, ni à ma sœur, ni à mon reflet. Il n'y avait pas de décision à prendre. Emma était mon élève, ma responsabilité, mon innocence à préserver, et eux, James et Lydia, allaient apprendre que certaines vengeances ne font pas de bruit, ne sont pas cruelles. Parfois, elles arrivent en silence, avec un clipboard, avec une salle de classe, avec un enfant qui ignore tout de l'histoire attachée au formulaire de réunion parents-prof qu'elle rapporte chez elle. La prise de conscience est arrivée lentement, pas dans un élan dramatique, mais par fragments, de petits indices qui se sont assemblés un après-midi tranquille. Emma travaillait sur un projet d'arbre généalogique. Chaque élève devait apporter des photos et écrire quelques lignes sur les personnes les plus proches d'eux. Un devoir simple, destiné à développer la confiance en soi et les capacités de narration. Elle m'a rendu son travail avec un sourire fier. La page était soignée, son écriture appliquée. En haut, ma famille. En dessous, 2 colonnes, maman et papa. À côté de leurs noms, des photos. J'ai reconnu celle sur la plage, puis une autre, prise à l'intérieur, James accroupi près d'Emma, l'aidant à attacher ses chaussures. Lydia était en arrière-plan, une tasse à la main, riant à moitié. C'était naturel, chaleureux, un moment parfait. Et cela m'a transpercée comme une respiration lente qui devient coupante dans la poitrine. J'ai gardé un visage neutre, complimenté son écriture, félicité son travail. Plus tard, une fois les élèves partis et les couloirs réduits au bruit doux des chariots d'entretien, je me suis assise à mon bureau et j'ai de nouveau regardé le projet. Pas en tant qu'enseignante, pas en tant qu'évaluatrice, mais en tant que femme qui voyait maintenant le cercle complet dans lequel elle avait remis les pieds. Emma Shaw, fille de James Shaw et Lydia Bennett, maintenant Lydia Shaw, je supposais. La même Lydia qui avait pleuré sur mes genoux après une rupture. Le même James qui m'avait dit un jour que j'étais le calme dont il ignorait avoir besoin. Le même duo qui avait démoli ma vie sans préavis pour disparaître dans une version soigneusement édulcorée du bonheur. Et maintenant, leur enfant était assise au 2e rang de ma classe, dessinant des arcs-en-ciel et demandant si on pouvait faire une fête de lecture le vendredi. Le passé n'avait pas frappé à la porte. Il était entré, s'était assis,
et m'avait souri avec des dents de lait et des chaussettes dépareillées. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas explosé. À la place, je me suis levée, j'ai marché jusqu'à l'armoire et j'ai rangé son projet avec soin dans une pochette étiquetée « Famille ». Il serait noté comme celui de tous les autres enfants. Je ne déposerai pas sur son innocence le poids de ce que je savais. Je ne laisserai pas leur trahison déborder dans son monde. Mais je ne ferai pas semblant non plus. J'accueillerai ce moment avec la même précision que celle avec laquelle j'avais reconstruit ma vie. Une réunion parents-professeurs approchait, les noms sur la feuille d'inscription commençaient à s'ajouter. J'avais vu le leur, une plage horaire tardive un jeudi. Ils ne savaient pas encore. Ils ne savaient pas qui les attendrait de l'autre côté du bureau, mais ils sauraient, et quand ils entreraient, les visages préparés dans le confort et l'attente, ils me verraient, pas brisé, pas en colère, juste là, et inébranlable. Le couloir bourdonnait de conversations feutrées, le murmure des parents consultant les plannings et sirotant leur café dans des gobelets en carton. Chaque porte de classe était ouverte, laissant échapper une lumière chaude sur les sols brillants. J'étais assise à mon bureau, les dossiers rangés par ordre alphabétique, les notes soigneusement agrafées au-dessus. Celui d'Emma était de l'avant-dernier. Je l'avais lu 2 fois, pas parce qu'il fallait le corriger, mais pour m'assurer que chaque mot était juste. Pas un seul commentaire ne laissait entendre autre chose que sa progression, sa gentillesse, son leadership discret. Elle allait bien, et elle méritait de le savoir. Les rendez-vous précédents s'étaient enchaînés rapidement. Des sourires, des questions sur les lectures d'été, quelques inquiétudes sur la concentration ou l'écriture. J'ai écouté, j'ai conseillé, j'ai fait mon travail. Puis, à 19h18, j'ai entendu des pas ralentir devant ma porte. J'ai levé les yeux. Ils étaient là. James est entré en premier, un clipboard à la main, vêtu d'un manteau gris ardoise que je ne connaissais pas. Son visage était plus mince, toujours séduisant, de cette manière travaillée et sans effort. Lydia le suivait de près, les cheveux tirés en un chignon haut, maquillage minimal, expression illisible. Ils se sont arrêtés sur le seuil. Je n'ai pas bougé. La reconnaissance s'est abattue sur leur visage comme un verre brisé, rapide, tranchante, impossible à ignorer. James a cligné des yeux. La bouche de Lydia s'est entr'ouverte puis refermée. Elle avait l'air frappée par un souvenir. « Mademoiselle Rowe » dit James. Sa voix avait cette fausse gaieté tendue qu'on utilise quand on fait semblant de ne pas couler. « Bonsoir » ai-je dit en désignant les chaises. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Ils se sont assis, leurs gestes plus raides que dans mon souvenir. Lydia a joint les mains sur ses genoux, les ongles vernis d'un rose pâle. James tapotait son stylo contre le clipboard, les yeux balayant la pièce comme s'il espérait que tout cela soit une erreur. J'ai ouvert le dossier. Emma progresse remarquablement bien, ai-je commencé d'un ton neutre. Elle lit au-dessus de son niveau, participe avec bienveillance et est devenue une meneuse discrète en classe. Lydia a hoché la tête trop vite. « Elle vous adore », dit-elle, la voix fine. Je l'ai regardée. Elle a tressailli. James s'est éclairci la gorge. Nous ne savions pas, enfin, en nous inscrivant, on ne réalisait pas que je serais sa maîtresse. Ai-je terminé pour lui, calmement. Il a esquissé un sourire faible. Oui, je n'ai rien répondu, j'ai tourné une autre page. Nous avons discuté des stratégies de lecture, des unités de mathématiques, des rapports de comportement, professionnellement, sans accroc. Mais leurs regards n'ont cessé de chercher le mien, une émotion, une faille, quelque chose à quoi se raccrocher. Ils n'ont rien trouvé. À la fin de l'entretien, je me suis levée. Ils ont suivi, maladroitement. Lydia a fini par le dire. Nous ne voulions pas que... J'espère qu'Emma continuera à s'épanouir. Ai-je coupé d'un ton net. Bonne soirée. Et je me suis détournée. Ils sont partis en silence, un silence plus sonore que n'importe quelle excuse. Pour la première fois, ce n'était plus eux qui détenaient de leur récit. C'était moi. Le lendemain matin, je suis arrivée à l'école avant le lever du soleil. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'en avais envie. Il y a quelque chose dans une salle de classe vide à l'aube, le silence, le doux ronron du chauffage qui réchauffe la pièce.
C'est comme une page blanche, intacte, propre. Je me suis assise à mon bureau et j'ai passé les doigts sur la pile de dossiers, m'arrêtant brièvement sur celui d'Emma avant de le glisser dans la pile des traités. Ils avaient l'air ébranlés la veille. Pas bruyants, pas paniqués, mais déséquilibrés, comme le sont les gens quand le passé entre dans la pièce vêtue de calme. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas jugé. Je n'en ai pas eu besoin. Je n'avais fait que mon travail. Et pourtant, ils étaient repartis secoués. À midi, les échos avaient déjà parcouru les couloirs. Des bavardages de couloirs inoffensifs. Les parents d'Emma avaient l'air tendus hier soir. Il y avait quelque chose de bizarre. Je pensais qu'ils seraient plus chaleureux. Je n'ai rien ajouté, parce que le basculement avait déjà commencé. Ce n'était pas une confrontation, c'était une remise à l'équilibre. Ils étaient entrés dans cette salle en pensant qu'ils pénétraient un territoire neutre, une réunion parents-prof comme une autre. Mais ce qu'ils ont trouvé à la place, c'était une mise au point silencieuse. Ils étaient habitués à la version de moi qui faisait confiance, qui s'adoucissait, qui se pliait. Mais cette femme-là avait rangé sa vie dans une valise et s'était volatilisée sans laisser de traces. Celle qui leur faisait face désormais était mesurée, précise, totalement indifférente à leur malaise. Emma est revenue en classe le lendemain, aussi joyeuse que d'habitude. Elle m'a enlacée à la taille, pendant l'alignement de la récréation et m'a dit que sa maman avait fait des crêpes pour le dîner. J'ai hoché la tête et souri. Aucun enfant ne devrait porter le poids des erreurs de ses parents. Cet après-midi-là, j'ai croisé Lydia sur le parking de l'école. Elle était appuyée contre sa voiture, les bras croisés, clairement en train d'attendre. Elle a fait un pas en avant en me voyant. « Anna, je n'ai pas ralenti. S'il te plaît, dit-elle, la voix basse, presque suppliante. Est-ce qu'on peut juste... Ta fille va bien, ai-je dit sans la regarder. Concentre-toi sur ça. Sa bouche s'est ouverte de nouveau, mais les mots se sont éteints avant de m'atteindre. Je ne lui devais rien, ni scène, ni discussion, ni clôture. Le basculement n'était pas une vengeance, c'était une reprise de territoire, celui dont ils avaient tenté de m'effacer, celui que j'avais patiemment reconstruit, brique après brique, sans eux. Et désormais, chaque fois qu'ils déposeraient Emma, chaque fois qu'ils assisteraient à une assemblée scolaire ou liraient une newsletter de classe, ils verraient mon nom. Pas avec colère, pas avec honte, mais avec une permanence silencieuse. Je n'étais plus dans leur histoire, c'était eux qui étaient dans la mienne. Il y a un silence étrange qui accompagne le fait d'être oublié par ceux qui ont juré ne jamais le faire. James disait qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi. Lydia m'avait confié un jour, les larmes aux yeux, que notre amitié était la chose la plus sûre qu'elle ait jamais connue. Ils ont menti tous les deux, ou peut-être qu'ils ont simplement dépassé leur vérité. Ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne comprendront jamais vraiment, c'est à quel point je me souviens. La veille de leur mariage, quelqu'un m'a envoyé une photo, sans nom, sans message, juste une image. Tous les deux à un dîner de répétition, verre de vin levé, sa main à elle posée sur la courbe de son épaule à lui. Je l'ai fixée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis j'ai éteint mon téléphone et je l'ai jeté dans un tiroir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas juré. Je me suis assise sur le sol en silence et j'ai laissé tomber la dernière pièce. Ils voulaient m'effacer. Proprement, sans désordre. Ils n'ont pas protesté quand je suis partie. Ils ne m'ont pas couru après. Ils n'ont pas demandé de mes nouvelles, pas une seule fois. Ils ont reconditionné l'histoire et l'ont offerte au monde, ce nouveau couple qui a trouvé l'amour après un chagrin. Ce qu'ils ignorent, c'est que j'ai vu les emails. Lydia avait oublié de se déconnecter de son compte, des mois avant que tout s'écroule. J'ai vu leur fil de messages. Comment ça a commencé par « je pense à toi parfois » et comment c'est devenu plus intime, des projets, des blagues que je n'étais jamais censée lire. Et je n'ai rien dit, parce que je voulais avoir tort. Ce qu'ils ignorent, c'est que j'ai écrit une lettre à chacun d'eux et que je les ai brûlés le soir même de mon départ. Pas par rage, mais pour libérer mes mains de mots qu'ils ne méritaient pas.
Ce qu'ils ignorent, c'est que j'aurais pu tout dire à leur famille. J'aurais pu transférer les messages. J'aurais pu lâcher la vérité comme une allumette dans leur monde verni et regarder tout prendre feu. Mais je ne l'ai pas fait, parce que ce que je voulais, ce n'était pas la destruction, c'était la distance. Et aujourd'hui, des années plus tard, le passé est revenu, attaché à un enfant qui n'a rien fait de mal. Un enfant que j'enseigne avec justice et bienveillance, même si ses parents tressaillent quand chaque fois qu'ils voient mon nom au bas d'un mot d'autorisation. C'est ça qu'ils ne comprendront jamais. Le poids qu'il faut pour rester douce avec la preuve vivante de leur trahison. La grâce qu'il faut pour rester droite quand ceux qui vous ont blessé font semblant de ne pas vous voir. Ils pensaient m'avoir enterré, mais ils m'ont planté au cœur même de leur avenir. Je n'ai pas besoin de vengeance. Je suis déjà inscrite dans leur vie d'une manière qu'ils ne pourront jamais effacer. Et à chaque rentrée où Emma franchira la porte de ma classe, ils se souviendront exactement de qui je suis. Pas la femme qu'ils ont laissée derrière eux, la femme qui se souvient. Emma avait l'habitude d'arriver en avance. Elle s'installait à son bureau avec un livre ouvert avant même que la cloche ne sonne, les jambes se balançant doucement sous la chaise, totalement absorbée par le monde qu'elle avait choisi cette semaine-là. Dernièrement, c'était des histoires de sauvetage d'animaux. Le mois précédent, des contes de fées réécrits avec des princesses plus fortes. Elle m'a dit un jour, « Les livres me donnent l'impression que je peux tout faire. » J'ai hoché la tête. C'est ce qu'ils devraient faire. Je ne laissais jamais transparaître le changement dans mon regard quand elle disait ce genre de choses. Le poids derrière mon silence. Parce que peu importe son nom de famille, Emma restait une enfant, toujours curieuse, toujours bonne. Et rien de ce qui s'était passé entre ses parents et moi ne devait reposer sur ses épaules. Elle m'a demandé une fois, innocemment, si j'avais des enfants. Non, ai-je répondu doucement. Pas encore. Elle a semblé satisfaite et est retournée à son coloriage. C'était ça, le paradoxe. Il lui avait donné la vie et cette vie-là s'était retrouvée sous ma responsabilité. Pas par vengeance, pas par choix délibéré, mais par quelque chose de plus profond, une symétrie silencieuse. Et chaque jour, je la traitais avec la même équité que tous les autres élèves. Pas parce que je le devais, mais c'est parce que je le choisissais. L'enseigner n'a jamais été la partie difficile. Ce qu'il était, c'était de savoir que chacun de ses sourires, chaque moment de fierté où elle résolvait un exercice ou lisait à voix haute avec clarté allait résonner jusqu'à eux, qu'ils en entendraient parler au dîner, que mon nom serait prononcé dans leur maison avec des éloges, à travers une enfant qui ignorait tout de notre histoire. C'était ça, le vrai pouvoir. Pas la vengeance, la présence. Emma m'a un jour apporté un dessin, un simple croquis au crayon de couleur. Notre salle de classe, l'étagère à livres, un soleil lumineux dans un coin avec des visages souriants dessinés sur chaque élève. Au-dessus, elle avait écrit « La classe de Melrose est le meilleur endroit ». Je l'ai accroché au mur avec les autres, sans traitement de faveur, sans projecteur. Mais j'en ai gardé une copie dans mon tiroir. Certains jours, je la regardais entre deux leçons, pas pour me sentir puissante, mais pour me rappeler pourquoi je restais calme, pourquoi je gardais les limites nettes, pourquoi je n'ai jamais laissé leur trahison contaminer son expérience. Parce que la grâce, quand elle est choisie, fait plus de bruit que la colère. Et Emma ne serait jamais une victime des décisions des autres. Chaque fiche rendue, chaque étoile dorée sur son dossier, chaque instant silencieux où elle se sentait en sécurité dans cette salle, c'était mes actes de défi discrets. Pas dans la rage, mais dans la maîtrise. Ils avaient peut-être réécrit le passé sans moi, mais ils ne pourraient jamais effacer ce que j'avais construit ici. Et chaque fois qu'ils verraient les yeux d'Emma s'illuminer en parlant de l'école, ils le sentiraient, ils sauraient. J'étais toujours là, simplement pas de la manière qu'ils attendaient. L'année scolaire a glissé vers l'hiver avec son rythme habituel, lettres aux parents, projets de sciences, moufles oubliés sur les crochets du couloir. Emma s'épanouissait. Elle lisait à voix haute avec assurance, se portait volontaire pour aider les camarades en difficulté
et avait même organisé une collecte de manteaux pour un foyer voisin avec l'aide de sa mère. Lydia m'a envoyé un email pour dire merci. Le message était bref, reconnaissant, chaleureux même. Elle me remerciait d'encourager la compassion d'Emma, de l'avoir aidée à sortir de sa coquille. Je suis restée longtemps devant l'écran avant de fermer l'onglet sans répondre. Je n'avais pas besoin de sa gratitude, pas parce qu'elle n'était pas méritée, mais parce qu'elle arrivait trop tard. Les gens pensent que la présence est passive, que rester silencieuse, c'est rester petite. Mais la présence, la vraie, est une forme de tonnerre. Celle qu'on entend que lorsqu'elle est déjà juste au-dessus de nous. Chaque semaine, je me tenais devant la classe et j'enseignais avec soin, avec patience, avec rigueur. Et chaque semaine, Emma rentrait chez elle avec des histoires sur ce qu'elle avait appris, ce que j'avais dit, comment je rendais la lecture amusante ou comment je l'aidais à se sentir courageuse quand elle ne connaissait pas la réponse. Et chaque fois qu'elle leur racontait, j'étais là, pas en personne, mais chez eux, dans leur cuisine, dans leur quotidien. Lydia avait occupé cette place dans ma vie. Maintenant, j'occupais la sienne, sans effort, sans invitation, sans même frapper à la porte. C'est ce qu'ils n'ont jamais compris. Je n'avais pas besoin de briser leur paix pour retrouver la mienne. Je n'avais pas besoin de hanter leur mariage pour faire passer un message. J'avais seulement besoin de vivre, bien, solide, visible, pour leur montrer que je n'avais pas été effacée. J'avais simplement changé de forme, et ils ne pouvaient pas m'éviter sans blesser la seule chose qu'ils prétendaient aimer plus que tout, Emma. Je ne m'en suis jamais servie, je n'ai jamais manipulé cela, mais j'en connaissais le poids, cette certitude tranquille que j'étais devenue la personne qu'ils devaient respecter, parce que leur fille le faisait. Lors d'une assemblée scolaire, j'ai surpris Lydia en train de m'observer de l'autre côté du gymnase. J'étais en train de placer les enfants en rang pour une chanson de classe. Emma m'a fait un signe de la main et a souri. J'ai souri en retour. Le visage de Lydia s'est crispé, pas par jalousie, par reconnaissance. Elle avait compris. Je n'avais pas seulement survécu à ce qu'il m'avait fait. J'avais grandi à travers cela, sans drame, sans plan de revanche, sans m'effondrer. Et maintenant, je me tenais à une place qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Ils ne pouvaient pas me faire disparaître sans nuire à leur enfant. Ils ne pouvaient pas parler contre moi sans paraître amer. Et ils ne pouvaient pas prétendre que je n'avais jamais compté, car je comptais pour la seule personne qui me regardait avec une confiance pure, sans filtre. C'était ça, le pouvoir de la présence. Et il résonnait plus fort que tout ce qu'ils pourraient dire. Ils ont commencé à venir plus souvent. D'abord au spectacle de fin d'année, puis à la foire aux livres. Toujours ensemble, toujours polis, toujours à quelques pas derrière la joie d'Emma. Je sentais leur regard sur moi, mesurant, observant, attendant un faux pas, mais je ne leur en ai jamais donné. Je n'étais que son enseignante. Rien de plus, rien de moins. Mais de temps en temps, Lydia essayait de s'approcher. Elle a traîné après la sortie un après-midi, manteau ouvert, clé en main, faisant semblant de chercher dans son sac. Je savais qu'elle voulait me parler. Je suis passée devant elle avec un hochement de tête. Professionnelle, distante. Une semaine plus tard, elle a laissé un mot sur mon bureau, plié avec soin. Un petit carré, sans enveloppe, juste mon prénom écrit de sa main, les mêmes boucles et courbes que je reconnaissais autrefois sur les cartes d'anniversaire et les post-it collés sur mon frigo. Je l'ai ouvert chez moi. À l'intérieur, 5 lignes. Je sais que rien ne pourra effacer ce qui s'est passé, mais merci d'être gentil avec elle. Je le vois. Et je sais que tu n'étais pas obligé. Je l'ai replié sans réagir. La gentillesse n'a jamais été une faveur. C'était une décision, une limite que j'avais tracée, non pour elle, mais pour Emma. Et pourtant, le mot est resté dans mon tiroir, glissé derrière mes préparations de cours. Pas parce que je lui pardonnais, mais parce que c'était un rappel de ce à quoi ressemble la culpabilité quand elle comprend enfin qu'elle n'a plus aucun pouvoir. James, lui, n'a jamais écrit. Mais ses silences parlaient plus fort, sa raideur pendant les réunions, la façon dont il évitait mon regard quand j'énumérais les forces d'Emma.
la manière dont sa signature s'accompagnait toujours d'une pause, comme si chaque formulaire signé était un aveu de plus sur ce qu'il ne contrôlait plus. De l'extérieur, leur mariage semblait intact, lisse. Mais parfois, de petites fissures apparaissaient. Emma avait dessiné un jour un portrait de sa famille. Elle s'était colorée au centre, tenant la main de deux grandes silhouettes. Mais l'une d'elles se tenait légèrement à l'écart, un espace entre eux, juste assez large pour qu'on le remarque. Elle a demandé si elle pouvait le refaire. « J'ai oublié quelque chose », a-t-elle dit. « Maman ne porte pas son collier. » Elle l'a refait le lendemain, a ajouté un cœur autour d'eux trois. Mais moi, je me souvenais du premier, des éclats furtifs. Pas assez pour dire quoi que ce soit, juste assez pour sentir que quelque chose sous la surface bougeait. Ils construisaient une vie, oui, mais elle n'était pas aussi lisse que la version qu'ils affichaient en ligne. Et je n'avais pas besoin de voir les fissures pour savoir qu'elles existaient, parce que je savais sur quoi tout cela reposait. Et peu importe à quelle profondeur on enterre une trahison, elle laisse des coutures, visibles uniquement dans les moments silencieux, ce qu'on pense à l'abri des regards. Mais je regardais. Je l'ai toujours fait. L'invitation était pliée en trois, décorée d'autocollants et d'une écriture soignée. Emma me l'a tendue à la fin de la journée, rayonnante. « C'est chez nous », a-t-elle dit en rebondissant légèrement sur la pointe des pieds. « Il y aura un magicien et des cupcakes avec des paillettes. » J'ai souri, accepté la carte et je l'ai remerciée. À l'intérieur, l'adresse était imprimée en rose pâle. Leur nom en bas, James et Lydia Shaw. Ce n'était pas la première invitation d'anniversaire que je recevais. J'y allais rarement, les limites comptaient. Mais celle-ci m'a fait hésiter peu plus longtemps que d'habitude. Je l'ai mise de côté et j'ai continué ma soirée. Le lendemain, Lydia est apparue à l'école à l'heure de la sortie. Elle s'est approchée de moi près des portes d'entrée, émitouflée dans un manteau épais, les yeux incertains. « J'espère que vous ne vous sentez pas obligée, » dit-elle à voix basse. « C'est vraiment Emma qui voulait que vous veniez. » J'ai hoché la tête. « Merci pour l'invitation. » Elle a entrouvert la bouche comme si elle allait ajouter quelque chose. Mais je ne lui ai pas laissé l'occasion. Je me suis tournée vers un élève qui avait besoin d'aide pour remonter sa fermeture éclair et le moment est passé. Le jour de la fête, je n'y suis pas allée. J'ai imaginé la scène, des ballons attachés aux chaises, un magicien suant sous les projecteurs, Lydia jouant les hôtesses avec aisance, tandis que James faisait griller des saucisses en souriant comme si cette version de la vie avait toujours été le plan. Ils ne s'attendaient probablement pas à me voir, mais une part d'eux, j'en suis certaine, espérait que je viendrais, pour prouver quelque chose, que rien ne me touchait, que nous avions tous tourné la page. À la place, je suis restée chez moi. J'ai préparé du thé, corrigé des copies avec une musique de piano douce en fond sonore. Ce lundi-là, Emma m'a apporté une part de gâteau enveloppée dans du papier aluminium. « Puisque vous n'avez pas pu venir, » a-t-elle dit, en la posant doucement sur mon bureau. Je l'ai regardée, son visage si ouvert, si fier. Aucun signe de déception, juste cette compréhension silencieuse que seuls les enfants savent porter sans s'en rendre compte. « Merci, » ai-je dit. « C'est très gentil. » Elle a souri, a filé jusqu'à sa place. Une heure plus tard, Lydia est arrivée sans prévenir. Elle a demandé à l'accueil si elle pouvait me parler. Elle disait avoir quelque chose à déposer rapidement. Quand ils m'ont appelée, j'ai répondu non. Je n'avais pas besoin de revoir son visage. Pas dans ma salle de classe, pas sur mon temps. Plus tard dans la semaine, elle a laissé un message vocal. « Je n'essaie pas d'envenimer les choses, » disait-elle. « Je voulais juste vous remercier. Encore, vous êtes formidable avec elle, mieux que ce que je méritais. » Elle avait raison, j'avais été meilleure qu'elle ne le méritait, parce que la grâce n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle, et la force de dire non à une invitation, à une seconde chance, à la tentation d'être vue, est parfois la forme de pouvoir la plus claire qui soit. La dernière semaine d'école portait toujours une énergie différente, plus légère, agitée. Les élèves bourdonnaient dans les couloirs, portés par la promesse de l'été et la sensation de faim.
Les bureaux étaient vidés, les panneaux d'affichage dépouillés, l'air sentait vaguement le marqueur effaçable et le lino réchauffé par le soleil. J'ai passé le dernier après-midi à organiser les bulletins dans des pochettes Kraft, une pour chaque élève. Celui d'Emma était parmi les derniers. J'ai inscrit son nom d'une écriture lisse et régulière et glissé à l'intérieur une note manuscrite. Emma, ta gentillesse et ta curiosité ont illuminé notre classe. Continue de poser des questions, continue d'être courageuse. Je suis fière de toi. Aucune mention de ses parents, aucun mot sur ce qui dépassait les frontières de son petit monde à elle. À la sortie, le couloir vibrait des arrivées précoces des parents. Les enfants allaient et venaient entre les salles, lançant des au revoir précipités, les bras chargés de feuilles de papier et de cahiers à moitié utilisés. Je me tenais près de la porte, distribuant les enveloppes une par une, et puis je l'ai vu, James. Il se déplaçait dans la foule avec son aisance habituelle, vêtu d'une chemise bleu pâle, ses lunettes de soleil accrochées au col. Emma accourut vers lui, bavardant à propos des glaces qu'on avait distribuées pendant la récréation. Il a ri, l'a soulevée brièvement, puis l'a reposée et a croisé mon regard. J'ai tendu l'enveloppe. Il a avancé, l'a prise sans un mot, et un instant, nous sommes restés là, en silence. Ses doigts ont effleuré les miens. Intentionnellement ou non, je ne saurais le dire. Il a ouvert la bouche, probablement pour dire quelque chose de poli, peut-être même pour s'excuser avec des années de retard, mais je me tournais déjà. « Prends soin de toi, Emma », ai-je dit en me baissant légèrement pour la regarder dans les yeux. « Passe de très bonnes vacances. » Elle m'a serré dans ses bras, vite et avec assurance. « Vous allez me manquer. » J'ai souri. « Toi aussi, tu vas me manquer. » Puis je me suis redressée et j'ai de nouveau fait face à James. Il avait l'air plus âgé maintenant, pas fatigué mais usé, comme quelqu'un qui avait appris à peser ses mots. Il a hésité, ce temps suspendu où vivait autrefois son charme. « Anna », a-t-il commencé. Je ne l'ai pas laissé finir. Je me suis retournée, j'ai regagné la salle de classe et j'ai refermé la porte derrière moi, sans amertume, sans éclat, juste une fermeture. Plus tard, j'ai regardé par la fenêtre pendant qu'il rejoignait la voiture. Emma sautillant devant, James marchant quelques pas derrière, l'enveloppe à la main comme un poids qu'il ne savait pas comment porter. Je n'avais pas besoin de voir son expression pour savoir ce qui restait. Il avait tenu un morceau de ma vie autrefois, mais maintenant, je détenais quelque chose qu'il ne pourrait jamais atteindre, le respect de sa fille, et ça, il ne pourrait jamais le reprendre. Elle est arrivée dans une petite enveloppe, soigneusement pliée, glissée entre les pages de mon agenda pendant une matinée chargée. Je ne l'ai trouvée que parce que je cherchais un stylo. L'écriture était inimitable, enfantine, irrégulière, avec de grandes boucles et des points sur les « i » qui semblaient de petits sourires. À l'intérieur, une seule feuille de papier couverte de crayons de couleur. « Chère Mademoiselle Rowe, vous êtes la meilleure maîtresse du monde. Merci de m'aider à lire et d'être gentille. J'aime quand vous souriez et quand vous me laissez choisir des livres. Vous rendez l'école amusante. Avec amour, Emma. » J'ai gardé la note dans mes mains plus longtemps que prévu. Ce n'était pas qu'un simple merci d'enfant. C'était une reconnaissance silencieuse. Une petite victoire. Un fil qui me liait à quelqu'un qui m'avait choisi, qui me faisait confiance sans condition. J'ai pensé à tout ce qu'elle devait comprendre à sa manière. Pas les détails, pas les années de trahison et de promesses brisées, mais ce sentiment de sécurité que je lui donnais, cet espace où elle pouvait simplement être une enfant. J'ai gardé la lettre dans mon tiroir de bureau, pliée et protégée. Elle était devenue un refuge que je consultais les jours où le poids du passé menaçait de m'engloutir. Il n'y avait aucune amertume dans ces mots, aucun appel à une seconde chance, juste une gratitude pure et simple. C'était tout ce que j'avais jamais voulu. Plus tard, après l'école, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé, la lettre posée à côté de moi. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres dans la pièce. J'ai pensé au chemin parcouru pour arriver là, les fissures dans la confiance,
la reconstruction silencieuse, ces instants de calme qui avaient grandi pour devenir quelque chose de plus fort. La lettre rappelait que la guérison n'est pas bruyante. Ce n'est pas un cri de guerre ni un geste grandiose. C'est une petite lumière constante qui continue de brûler, même quand le monde essaie de l'éteindre. Je n'étais pas définie par leur choix ni leur trahison, j'étais définie par la force de m'élever au-dessus d'eux, d'être présente, d'être gentille, d'être patiente, d'être quelqu'un qui n'a pas besoin de vengeance pour se sentir entière. Et tandis que je repliais la lettre dans son enveloppe, j'ai souri doucement, parce que parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas des cris ou des tempêtes, mais des cœurs silencieux qui battent, constants et vrais. Le dernier jour d'école est arrivé en silence. Les couloirs résonnaient de rires et d'au revoir précipités, mais pour moi, c'était comme un chapitre qui se refermait, un chapitre que j'avais écrit avec soin, sans précipitation ni regret. J'ai rangé mes affaires lentement, pas parce que j'étais pressée de partir, mais parce que je voulais savourer l'instant. Les piles de copies corrigées, les étagères soigneusement ordonnées, les bureaux vides qui avaient accueilli tant d'histoires. Le bureau d'Emma fut le dernier que je touchais. J'ai posé son dessin au crayon de couleur sur le sommet de sa pile de travaux, un signe silencieux du chemin parcouru cette année. Il n'y eut ni cérémonie, ni éclat. Juste la certitude tranquille que c'était une fin qui ressemblait à un commencement. J'ai pensé aux personnes que j'avais laissées derrière, les amis devenus étrangers, l'amour transformé en trahison, la vie remodelée par le silence et la force. Ils ne comprendraient jamais ce que j'avais gagné, parce que ce n'était pas une vengeance, c'était la paix de savoir que je n'avais pas été effacée, la paix de savoir que je m'étais retrouvée, et la paix des victoires silencieuses, celles qui se lisent dans les sourires des enfants, dans les lettres pliées avec soin, dans les instants de grâce que personne d'autre ne voit. J'ai refermé la porte de la classe derrière moi et j'ai marché vers la lumière du jour. L'air était chaud, teinté de la promesse de l'été. Je ne me suis pas retournée. Je suis descendue les marches de l'école, la tête haute, ne portant rien d'autre que la certitude d'avoir fait assez, d'avoir été assez. Il y a des années, ils avaient essayé de m'effacer de leur histoire. Mais la vérité, c'est que je m'étais déjà inscrite dans la leur. Pas en victime, pas en ombre, mais en force tranquille, solide, inflexible, inoubliable. Et en m'éloignant, je savais que ce n'était pas seulement une clôture, c'était la liberté.